Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce 200e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc pour aujourd'hui, il y aura des rumeurs sur Resident Evil Outrage, donc voilà, des petites évocations comme ça vite fait. Des infos sur Resident Evil Welcome to Raccoon City, donc vous avez sûrement voir passer les infos que je vous parle aujourd'hui. Bon voilà, je vais revenir un peu dessus pour en parler en vidéo plutôt que sur des tweets ou des machins comme ça, ou sur mon serveur. Et deux petites infos, mais qui est liées à une photo pour Resident Evil, la série des deux filles Wesker. Voilà, donc la série Netflix qui, voilà, j'en parlerai plus en temps voulu. Mais avant de vous parler du coup de ces infos et rumeurs là, je vais faire un petit instant promo comme je fais à mon habitude, avant chaque générique. Si vous voulez le passer au cas où vous avez en description le timecode pour partir du générique ou de l'info ou de la rumeur qui vous intéresse. Pour commencer cet instant promo, donc je vais me faire de l'auto-promo, en une semaine, là en 2 semaines même, il n'y a qu'une seule vidéo qui est sortie parce que je travaille à fond sur un projet, donc du coup qui est lié à la vidéo que j'ai sortie, donc du coup le journal d'Angelica le numéro 11, où je vous dis que dedans en fait je vais essayer de faire en vidéo un truc assez simple entre parenthèses avec juste le texte qui est défilé à l'écran, mais du coup la lecture des romans de S.D. Perry. Du coup voilà, il y aura la lecture et tout, mais la petite subtilité c'est que j'aimerais que les dialogues des personnages qui soient faits dedans soient faits par vous. Donc c'est pas moi par exemple qui fera les dialogues de Jill, de Chris, machin comme ça, moi je ferai le narrateur qui raconte l'histoire autour, et vous ferez les voix des personnages comme du théâtre quoi. Moi je serai là en train de raconter l'histoire et tout, et puis vous entrerez en scène quand votre personnage entrera en scène, voilà tout ça. Donc plus d'informations du coup dans la vidéo qui dure 15-16 minutes je crois. Mais voilà, là j'ai terminé de récupérer tous les dialogues du premier roman, donc la conspiration d'Umbrella, et il me faut au moins 19 voix différentes, alors masculine, féminine, je crois qu'il doit en falloir 3, ouais 3, et tout le reste je crois que c'est du masculin, mais les dialogues vont de genre une phrase de quelques mots à 33 pages. Voilà. Après les pages, c'est découpé différemment, genre il y a une petite vaguelette pour montrer le début du dialogue, une ou deux lignes de contexte, tout le dialogue qu'il faut lire, et en dessous une nouvelle vaguelette pour fermer du coup pour voilà, montrer que c'est qu'une petite zone. Donc voilà, c'est pas que du dialogue qui s'enchaîne. Il y a des trucs, je saute une page quand on change de chapitre. Par exemple, s'il y a par exemple Chris qui parle dans le chapitre 1 et qui parle dans le chapitre 2, c'est pas tout sur la même page. Hop, je fais aller à la page suivante pour du coup marquer chapitre 2 et hop les dialogues qu'il y a dans le chapitre 2. Je mets pas non plus tout à la suite. Donc parfois vous verrez, par exemple, je crois que c'est Brad Vickers qui parle pratiquement peu par chapitre. Il a par exemple une page où il y a juste une ligne de dialogue et hop, ça passe au chapitre suivant où il apparaît. Donc voilà, faut pas se baser à dire oh, putain il y a 33 pages, ça va être énorme. Alors oui, 33 pages quand même ça fait énorme, il y a peut-être quoi, si vraiment j'aurais tout collé et tout, il y aurait peut-être quoi, entre 15 et 20 pages de dialogue, je pense. Mais voilà. Donc voilà, je voulais m'abattre un peu là-dessus, et de dire, si au cas où vous êtes intéressé, j'ai urgemment besoin d'un Irons. Donc quelqu'un qui aurait potentiellement je sais pas, une grosse voix, ou qui serait capable de par exemple faire une voix un peu de vieux, pour jouer Irons, parce que j'aurais aimé faire le premier épisode, donc le prologue, la présentation plus prologue, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblerait le format, sauf que ce que j'ai pensé c'est qu'il y a Irons qui parle dedans, et que j'ai personne pour faire Irons. Donc si d'ici 1 ou 2 semaines je trouve personne, je pense que du coup c'est moi qui va me coltiner la voix de Irons. Mais bon voilà, si vous êtes intéressé, Irons techniquement il parle dans le premier roman, il parle dans le prologue du 2, et dans le 3 il a une place un peu plus importante, mais normalement voilà, il a que ses apparitions par là. Donc voilà, si au cas où vous êtes intéressé pour faire une voix de vieux, voix grave, ou les deux réunis, ce serait nickel. Voilà, vous pouvez me contacter via Discord ou en commentaire, ou sinon si vous allez sur le journal Angelica, il y a une adresse mail. Parce que c'est que l'adresse mail, je pense pas la regarder, donc pour le moment vu que j'ai pas récupéré tous les dialogues et tout, donc voilà. C'est mieux, le meilleur c'est Twitter, les commentaires, ou sinon d'aller en commentaire, Twitter ou Discord. Voilà. Pour passer à suivant, donc Wiper. L'ami Wiper 16, donc du coup participe à des lives sur Resident Evil 8 sur Twitch, avec une personne qui s'appelle M le Mehdi.
Donc voilà, c'est super intéressant. Il y a Murder Idol avec eux, donc ils sont 3 et du coup ils parlent de RE8 pendant que M. Le Medi découvre le jeu, donc il joue au jeu et tout, et pendant ce temps-là, du coup Murder et Wiper meublent un peu en discutant, en parlant voilà, de ce qu'il y a à voir avec le jeu, tutti quanti. Parfois ils ont des invités, comme dernièrement ils ont eu Bruno Roca, donc c'est très intéressant quand même pour leur émission. Voilà, Bruno Roca. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de la chaîne Twitch de M. Le Medi en description. Voilà, si ça vous intéresse d'entendre un peu parler de RE8. Je sais pas si c'est du coup les rediffs, parce qu'ils ont déjà fait 3-4 épisodes, je crois maintenant qu'ils en sont 3-4 épisodes. Voilà, donc si ça vous intéresse, il vient de sortir dans le dernier épisode que j'ai vu moi, il sortait de la maison de Donovan et Viento. Voilà, donc il est quand même assez au début du jeu, la moitié, après. Je vais continuer ce que j'avais dit à peu près il y a 2 semaines je crois, donc voilà, je souhaite un joyeux anniversaire à Bayard France qui du coup fête ses 20 ans. Et du coup, bah voilà, vous pouvez retrouver le lien de leur chaîne YouTube en description parce qu'ils ont sorti diverses vidéos pour fêter un peu leur anniversaire, notamment des vidéos de représentation des VHS Resident Evil qui parlaient, ou Biohazard, qui parlaient du coup des conceptions, des machins comme ça qui étaient sortis ou des bandes annonces, voilà, ils ont sorti divers trucs liés à Resident Evil. Là dernièrement, il y a 2 ou 3 jours, voire hier, au moment où j'enregistre là, ils ont sorti une vidéo documentaire sur les armes partie 2, je crois que c'est la partie 2, j'ai pas eu le temps de la voir. Voilà, donc si c'est là aussi, si ça vous intéresse, pour on parle un peu des armes du jeu et tout, ça peut être intéressant. Petite truc vite fait, Bob Lennon a terminé son let's play sur Resident Evil 8. Voilà, je l'ai passé dans mon fil d'abonnement, voilà, il a terminé son let's play sur Resident Evil 8 au bout de... Il est sorti quand? Mai, juin, juillet, août, 3 mois. Voilà, il sort d'autres choses en même temps et tout, donc c'est pas grave. Taalismo continue son let's play sur Resident Evil 1 remake remaster avec Chris. Là je crois qu'on est à son 6ème épisode, donc là aussi il vient de sa chaîne en description comme avec les autres. Et pour terminer, donc Resident Evil FR.com aurait dû faire, parce que là où moi j'enregistre, normalement j'ai vu que le live était programmé mais je ne sais pas pour quand, un live pour analyser la bande-annonce Fog, donc de Resident Evil la version 3.5, donc la bêta du 4, une des bêtas du 4 qui avait eu du coup droit à une bande annonce, et voilà, donc ils vont faire une analyse du trailer en live. Alors ils ont fait techniquement, parce que là vu que la vidéo sort le dimanche, moi que j'enregistre le jeudi, voilà comment ça sera fait entre temps, mais voilà. J'ai oublié de vous que ça parce que voilà, c'est la fin de 500 promos, nous allons passer aux infos et rumeurs parce que sinon si je le batte trop, on va pas y arriver. Donc c'est parti. Les rumeurs sur Resident Evil Outrage, donc le projet Outrage que j'aurai du coup pour aujourd'hui. Donc la première nous vient d'ST Gamer. Donc il aurait dit sur un serveur Discord, il aurait dit, c'est vraiment son compte, que Jill Valentine aurait une place importante soit dans Resident Evil Outrage, soit dans Resident Evil Apocalypse, qui sera du coup potentiellement Resident Evil 9. Donc je sais que beaucoup attendent le retour de Jill, moi par exemple, parce que la dernière information dans mon canon et dans la timeline qu'on a de Jill, c'est son retour d'Afrique et le mail qu'elle a envoyé à Barry, donc du coup qui date d'au moins 2009 voire 2010. Donc ça veut dire qu'on a, vu que là on est en 2021 avec Village, ça fait au moins 11 ans qu'on n'a pas entendu parler de Jill. Donc ça peut être temps, voilà, de nous la remettre un peu en selle, de nous en reparler et tout. On a eu Révélation 1 entre temps, on a eu RE3 Remake entre temps, mais ça se passe avant la fin du 5. Donc voilà, on aimerait bien voir un peu de retour de Jill. J'ai vu que depuis quoi, ça fait même pas un mois là, il y a le hashtag Bring Back Jill qui tourne beaucoup sur Twitter et tout, parce que voilà, on est de plus en plus à vouloir son retour. Il y en a plein qui espèrent un cameo d'elle dans le 8 et tout, on n'a rien eu. Donc c'est pour ça que beaucoup espèrent pour le DLC du 8. Qu'ils ont annoncé en juin, ils ont annoncé un DLC du 8, qui espèrent au moins genre à la fin qu'ils l'attisent pour par exemple Resident Evil 9. Voilà, pour dire voilà, ce sera le 29. Beaucoup attendent son retour et tout, donc voilà, SLE Gamer a dit que pour lui, normalement, de ce qu'il avait entendu, elle aurait une place importante, mais il a pas entendu dans lequel, soit Outrage, soit Apocalypse.
Voilà. Après, comme les plans changent, peut-être qu'à l'avenir, bah, dans aucun des deux, elle sera. Mais bon, faut bien espérer qu'un jour ou l'autre, ils vont nous la remettre. Et pour continuer, donc du coup, ce projet Outrage, voilà, on en entend parler depuis un petit moment maintenant, et du coup, il y en a pas qui demandent, mais quand c'est qu'il pourrait être annoncé? Donc là, il y a un insider qui a dit que le jeu pourrait être dévoilé dans un Nintendo Direct, qui sortirait aux alentours de la sortie du jeu Wario qui sort en septembre, je crois que c'est, je crois que j'ai vu cette semaine, là, genre autour du 10 septembre, je crois que j'ai vu, qu'il y a un jeu Wario qui sort, et Nintendo prévoirait du coup autour de ce jeu un Nintendo Direct pour annoncer divers jeux, voilà, des trucs comme ça, et du coup ce serait là que serait annoncé le projet Outrage. Bah, ça serait possible, parce que selon les rumeurs d'Aesthetic Gamer, après il a dit que techniquement Outrage serait exclu en premier à la Nintendo Switch. Donc du coup, en parlant d'un Nintendo Direct, ça serait du coup le bon retour de bâton, vu que techniquement il serait exclu à cette console-là. Donc après, c'est à voir et tout, comme j'ai dit, c'est des rumeurs à chaque fois, il n'y a pas de... Faut prendre avec des pincettes et tout, peut-être qu'ils vont peut-être vraiment annoncer un Nintendo Direct, donc ça va peut-être accentuer cette rumeur-là, mais peut-être que quand on regardera le Nintendo Direct, il y aura nada dedans. Voilà, aussi. Donc faut faire attention, mais... Fin du mois, donc autour du 30 septembre, si je dis pas de bêtises, il y a le Tokyo Game Show qui est aussi à Tokyo, au Japon, qui va se dérouler. Et du coup, Capcom ont prévu des trucs là-bas, donc du coup peut-être qu'ils pourraient l'annoncer là-bas si c'est pas dans la Nintendo Direct avant. Donc les dates, normalement je vous mettrai les dates ici, les 3 dates qu'il faut retenir, les 3 heures qu'il faut retenir le 30 septembre, donc entre 1h et 3h50 je crois, si j'arrive à lire de loin, mais je vois plus rien. Donc il y a un streaming d'ouverture du Tokyo Game Show, du TGS. Ensuite, entre 11h et 11h50, il y a le Xbox Tokyo Game Show. Techniquement, si c'est une exclue Switch, je vois pas pourquoi il serait là-bas. Et sinon, bah, du coup, il y a une conférence Capcom qui sera entre 15h et 15h50. Voilà, le Capcom Online Programme, voilà, qui pourrait être encore plus, avec plus de chance à cet endroit-là. Mais bon, après, rien ne m'empêche, par exemple, de l'avoir à Nintendo Direct et d'avoir plus d'infos, du coup, au Tokyo Game Show. Voilà, il y a peut-être ça aussi au milieu qu'il faut prendre en compte. Ils peuvent en parler plusieurs fois, parce que techniquement, selon les leaks, le projet Outrage aurait dû être prévu pour fin 2021, début 2022. Donc il va arriver d'ici peu, là, on est fin 2021, donc voilà. Moi je penche plus pour début 2022 maintenant, vu que le RE8 a été décalé, bah, du coup ça a décalé sa date, donc du coup à début 2022. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais sur ce Hero Outrage, donc comme je dis, il n'y a pas de date de sortie, les rumeurs nous parlent de Rebecca dedans, donc potentiellement Jill avec du coup celle d'Aesthetic Gamer aujourd'hui qui sait pas si c'est Outrage ou Apocalypse. Rebecca et Jill ça pourrait faire un bon petit duo qui pourrait rappeler un peu Resident Evil 1. Voilà, ça pourrait être un bon retour de Jill, voilà. Mais bon, tout des petites pincettes, tout ça, on verra quand ça sera annoncé officiellement, si c'est annoncé un jour, parce qu'après, voilà. Voilà. Donc nous allons passer maintenant aux infos Resident Evil Welcome to Raccoon City qui va être le très gros de la partie parce que voilà, je vais essayer de blablater assez vite, donc je peux plus blablater que ça pour cette transition là, c'est parti. Les infos Resident Evil Welcome to Raccoon City que j'aurai pour aujourd'hui, donc qui sera comme je vous ai dit le gros de cette vidéo parce que bah, j'ai beaucoup de choses à dire dessus, j'ai pas voulu faire une vidéo de base avant parce que si voilà, un petit info et rumeur, normalement ça irait bien. Donc pour commencer, tout nous vient du coup d'un article d'IGN, donc le premier à l'avoir sorti c'est America, mais du coup après il y a le IGN français qui l'a sorti, donc voilà, vous retrouverez le lien en description si vous voulez l'article entier. Je vais vous parler du coup des 3 photos qui ont été dévoilées, de tout ce qui a été dit dedans, donc voilà, j'ai tout récupéré sur une feuille pour vous en parler et réagir un peu dessus, voilà, en face cam comme ça. Et du coup, bah, la date de sortie que je vous annoncerai à la fin. Donc du coup, les 3 photos. Donc là, la première vous devrez voir apparaître maintenant. Donc c'est Léon et Claire, donc version RE2 remake. Donc les costumes, je trouve vraiment très sympa. Après, j'attends de voir si le Made in Heaven dans le dos de Claire il sera. Bon, techniquement, j'espère bien qu'il y sera. C'est quand même sa marque de fabrique, le Made in Heaven. Après, vu que techniquement, il sera comme dans le 2 remake en espèce de sans couleur, bah, je sais pas si on le verra bien parce que voilà, je vous parlerai un peu pourquoi, mais techniquement, il a dit que le film sera assez noir. Donc du coup, voilà, donc Claire. Alors, je vais râler un peu dessus. Claire, je trouve quand même qu'elle fait vieille. Moi, quand ils ont annoncé l'actrice, je me suis dit, ah bah, je pense que ça passera, machin comme ça. Mais là, de la voir dans le costume et tout, on dirait qu'elle a une trentaine d'années, ça fait bizarre. Je trouve vraiment ça bizarre en fait. C'est peut-être moi mon impression, mais j'ai vu que d'autres aussi le pensaient. Que voilà, elle fait vraiment vieille pour le rôle.
ce qui est bizarre. Normalement, Vanessa ça a reçu une fille de 19 ans. Là, moi je sais pas, moi je lui donne plus de 25-30 ans, donc c'est perturbant. Et Léon, voilà, Léon. Léon. Voilà, ils ont pris Avan Jogia, comme on avait vu de partout et tout. J'avais dit que j'attendais de voir en costume, et même en costume, franchement, j'y arrive pas. Je reconnais pas mon Léon. Pour moi, là, je vois juste un policier lambda du RPD. Je vois pas mon Léon avec ses mèches blondes devant les yeux et tout. Je vois juste un mec limite moi que j'aurais pu faire, un cosplay que j'aurais pu faire moi. Franchement, je mets un jean gris, mes Rangers et ma veste que je prends en hiver. Je me fais pousser un peu les cheveux pour avoir les cheveux qui tombent un peu, et hop, je deviens Léon Hero 4 pour leur film. Voilà, partis comme ils sont, voilà. Bon, après je vous expliquerai mieux dans le texte pourquoi ils ont choisi cet acteur-là, mais voilà, niveau ressemblance physique, c'est pas ouf. Voilà. Donc ça c'est tout ce que j'avais pour la photo Léon Éclair. Ensuite la photo des stars. Donc sur la photo des stars, vous pouvez voir du coup de gauche à droite Albert Wesker, Brad Vickers, je ne sais pas ce qu'il fout ici, Jill Valentine et Chris Redfield. Donc pour refaire de gauche à droite, Wesker, il manque les lunettes, les cheveux, c'est vrai que c'est compliqué de faire ses grands cheveux blonds. Mais bon, lui faire pousser un peu plus ses cheveux comme un peu Sean Roberts et plutôt que tout plaqué à l'arrière, ça paye pas, ça aurait été simple. Les lunettes de soleil, je le redis, mais c'est un peu la marque de fabrique de Wesker, l'homme aux lunettes de soleil, l'homme mystérieux et tout. Là, sans lunettes de soleil, techniquement, il devient comme Léon, quoi, un flic lambda. Voilà, et c'est pas ouf, ça, il perd un peu de son personnage là-dedans. Brad Vickers, qu'est-ce que tu fous ici? Va dans ton hélico, parce que techniquement, si Brad Vickers est ici, qui va venir les récupérer en hélico? C'est une très bonne question. Est-ce que c'est Barry Burton qui est devenu du coup pilote d'hélicoptère entre temps? Est-ce qu'il a été remplacé par Brad? Est-ce qu'ils ont inversé les rôles? Je ne sais pas. Mais étant donné que c'est un film pour les fans, c'est pas très logique. Voilà, donc je sais pas ce qu'ils sont en train de nous faire. Donc à voir, mais techniquement Brad Vickers n'a rien à foutre ici. Je le redis. Jill Valentine, alors Jill Valentine, costume 0, coupe de cheveux 0. Voilà, moi personnellement là aussi je vois pas Jill Valentine, moi je vois une fliquette lambda. Ouais, une fliquette lambda, genre quelqu'un du FBI ou du SWAT, un truc comme ça, avec une tenue pas de flic lambda, mais je reconnais pas quelque chose de Jill, il manque le béret, voilà, ou la tenue spéciale Stars, je vois avec les grosses épaulières, autre comme ça. Là, c'est limite du Michel Rodriguez, quoi. Elle est en débardeur avec un gilet tactique et des cheveux longs attachés. Voilà, c'est. Moi, je reconnais pas de Jill là-dedans pour le moment. Ils ont loupé le personnage. À voir après ce que ça sera en film. Je dis clairement, je n'aime pas qu'ils changent la couleur de peau, par exemple de Léon et de Jill. C'est pas être raciste, c'est juste que voilà, moi j'ai l'habitude de les voir blancs, un truc comme ça, c'est pas du racisme et tout. Cependant, je ne suis pas non plus au point de ceux que vraiment on peut tolérer de racistes à aller les insulter Avan Jogia et j'ai perdu le nom de l'actrice, Anne Kamen, je crois que c'est son nom de famille. Je suis pas au point d'aller les insulter pour leur dire non, vous avez rien à foutre dans sur les tours. C'est juste mon avis à moi, je dis juste que moi j'aurais pas vu eux dans les rôles, je sais pas qui j'aurais vu, voilà, ils ont vu plusieurs personnes pour les castings, il y a peut-être des personnes qui ressemblent peut-être un peu mieux physiquement, mais voilà, après ils ont été choisis, peut-être qu'ils seront très bons dans leur rôle, j'attends de voir une bonne annonce et le film, peut-être que voilà j'irai après, ça passe vraiment, mais là moi leur design me plaît pas. Mais j'irai pas non plus au point de, comme il y en a qui ont été, les insulter directement. Je sais que l'actrice avait fermé par exemple tous ces espaces commentaires, parce que du coup elle se les insultait de partout. Je pense qu'Avan Jogia, lui aussi, ça va être pas loin. Donc voilà, vous avez le droit de ne pas aimer, j'ai le droit de ne pas aimer, vous pouvez pas dire ah non mais faut que tu aimes. On a le droit de pas aimer, mais faut pas non plus aller harceler ou insulter les gens. C'est des acteurs, ils ont signé par le rôle et tout, mais voilà, ça s'arrête là. Voilà. C'est pas un truc de votre vie en dépend pas, donc détendez-vous un peu les boys, et n'allez pas insulter les gens. Vous pouvez dire que c'est de la merde, vous pouvez dire que vous aimez pas, c'est ce qu'on appelle avoir un avis, après faut avoir un avis un peu plus constructif. Par exemple, Wesker noir dans la série Netflix, techniquement ça colle pas au personnage qui est de base fait pour représenter le blond aux yeux bleus, tout ça, le mettre en noir, techniquement ça n'a rien à voir avec le personnage, ça brise vraiment son code de base, encore plus que le manque de lunettes.
Donc voilà, Wesker, il y a un avis constructif derrière. Avanjogia et Jill Valentine, voilà, c'est un choix du producteur réalisateur du casting de les avoir pris comme ça, quoi, de ces acteurs-là. C'est voilà, c'est leur choix. Eux, techniquement, c'est pas marqué, il n'y a pas de truc de base disant voilà, Jill doit être blanche, comme ça, même si elle a des origines franco-japonaises. Après, le père peut être d'un teint un peu mat, comme ça, ce qui expliquerait pour son teint mat. Léon, je crois que dans les jeux, je crois qu'il a des origines un peu italiennes. Moi, je suis italien, j'ai la peau quand même un peu bronzée. Tout le monde, il y en a beaucoup qui disent que je ressemble à Avanjogia. Donc après, ça peut passer et tout. C'est juste que moi, ça me perturbe de les voir différents de ce qu'il y a dans les jeux. Voilà, notamment pas les cheveux blonds pour Léon et bah, le manque de béret que ça pour Jill. Et les cheveux crépus, surtout pour Jill. Jill, pour moi, elle a tout le temps les cheveux bien lisses, trucs comme ça. Là, la voir avec les cheveux crépus et puis une grosse couette, au lieu de bah, la petite mèche sur le côté ou les cheveux rembourrés dans le béret pour les cacher. Voilà, c'est quelque chose qui me perturbe moi, de mon côté. Voilà. Mais c'est pas du racisme et tout. Je tolère d'autres personnes. Par exemple, Heimdall du MCU est noir, alors que normalement dans les comics il est blanc. Bon là, ça me dérange pas. Pourtant j'adore. Après, je suis pas fan des comics non plus. Je pense que je suis fan des comics. Ça me dérangera autre chose, tout ça me dérangera pas du tout. Mais voilà, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas du tout de racisme là-dedans. C'est juste voilà, être perturbé de voir différent de ce qu'on connaît. Mais pas au point non plus d'aller harceler. Voilà, parenthèse fermée. Et du coup, bah, on a la confirmation encore une fois, là on les voit entrer dans le hall, qu'il n'y a pas Barry Burton. Voilà, donc est-ce que Barry Burton est avec les Samurai Edge et Rebecca Chambers sont en attente dans l'hélico? Peut-être. Parce que là, comme vous le voyez sur la photo que j'aurais potentiellement remis ou que j'ai laissé le temps que je parle peut-être, ils ont des pistolets mitrailleurs ou du truc, ils ont des armes automatiques quoi. Ils ont pas des Samurai Edge, donc voilà. Est-ce que Barry est avec les Samurai Edge en train de les attendre à l'hélico ou au bureau des Stars? On verra. Mais bon, techniquement, Brad Vickers a pris sa place. C'est pas ouf. Et pour terminer, la dernière photo, donc nous avons du coup Lisa Trevor, ou ce qui s'apparente à Lisa Trevor, parce que je reconnais pas trop là non plus de Lisa Trevor. Pour moi, Lisa Trevor, dans son look, elle est censée montrer quand même qu'elle a... Parce qu'à la base, quand elle est capturée par Spencer pour enfermer dans le manoir Harkley pour se faire tester avec la souche, je crois que c'est B du progénitor, si je dis pas de bêtises. C'est vrai qu'il passe par là qui savent mieux pour le moment, il corrige, parce que moi j'ai les bases, mais voilà, faut que j'approfondisse plus le sujet. Et voilà, quand elle a été injectée la dose B, après voilà, ils ont fait plusieurs tests sur elle, ils ont injecté d'autres choses et tout, c'était le cobaye primaire, mais du coup elle avait 13 ans. Et à 13 ans, du coup, c'est au moment où vraiment t'as ta phase d'adolescence où tu grandis, machin comme ça, et du coup, bah, elle a mal grandi, à force de rester enfermée, d'être, comme on le voit, les mains attachées, trucs comme ça, donc du coup, c'est pour ça que son corps a grandi différemment. Par exemple, dans le jeu, elle a des grands bras qui traînent au sol, machin comme ça, parce qu'elle a mal grandi, son corps s'est mal développé et tout. Là, moi personnellement, ici, je vois juste une femme à qui on a mis une cape blanche, un drap blanc dessus, et puis un masque chelou sur la tête, et les mains attachées. Moi, je vois que ça. Ils auraient pu faire numériquement pour agrandir les bras qui traînent au sol, par exemple, des bras plus grands, des doigts plus grands. On avait vu une image où l'actrice, elle avait mis qu'elle avait des grands doigts et tout, des grands doigts dégueulasses. Là, je les retrouve pas, les grands doigts dégueulasses. Là, pour moi, elle a les mains normales. Et du coup, c'est assez en contradiction, parce que moi, quand je vous ai mis la photo des doigts agrandis, je me suis dit, non mais c'est bizarre, parce que moi, Lisa Trevor, je la vois plus avec des petites mains et des grands bras. Et là, ils ont l'air d'avoir inversé, ils ont l'air d'avoir fait des petits bras et des grandes mains. À moins que son corps va grandir, genre à force de se faire attaquer, genre ça va être ses mutations. À force de se prendre des balles et tout, peut-être qu'ils vont la faire agrandir, ou comme des phases dans les jeux, quoi. Quand tu tires beaucoup sur un boss, genre il s'agrandit, il devient plus grand, il grossit, il mute et tout. Peut-être que ça sera ça, on verra, mais bon, là pour le moment, moi, je trouve son design pas ouf. Bah, j'attends d'en voir un peu plus. Là, c'est pas en mouvement, non. Voilà, mais moi j'avais juste l'impression de voir un cosplay raté, ou sinon, je vois une creepypasta de noob. En moins le plus bas niveau de creepypasta. Voilà. Donc c'est tout pour les 3 photos que j'avais du coup pour installer le Welcome to Raccoon City, voilà ce que j'avais à dire dessus et tout. Donc là maintenant je vais vous parler du coup de l'article, donc du coup avec diverses choses qui ont été dites par du coup Johannes Roberts. Ouais, Johannes Roberts. Donc pour commencer, ce film n'avait vraiment rien à voir avec la franchise précédente. Il s'agissait de revenir au jeu et de créer un scénario plus proche du film d'horreur que de la science-fiction d'action des films précédents. J'ai été très influencé, en particulier par le remake du 2e jeu. Et je voulais vraiment capturer l'atmosphère imprégnée du ton qu'il avait. C'était tellement cinématographique.
Donc voilà, donc là on voit qu'en fait, en gros, il a voulu faire ce film pour Hero 2 Remake. je joke, hein, mais voilà, normalement, techniquement, une grosse partie sera du Hero 2 Remake. Voilà. Et du coup, bah, il le met là, que du coup, on sera plus proche du film d'horreur que du film d'action, comme l'étaient les films de Anderson. Parce que les films d'Anderson étaient vraiment pas horreur. J'ai le souvenir qu'il se basait juste sur des screamers de temps en temps. Voilà, il y a des 2-3 petits screamers par-ci par-là pour nous faire sursauter un peu. Mais niveau peur, j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment eu peur en les regardant. Voilà. Après, moi je suis de nature assez peureuse, parce que j'arrive à sursauter par exemple dans Avengers Infinity War, quand il y a un personnage qui se fait qui parle, c'est tout calme, là où il parle c'est tout calme et tout, ils discutent, un homme et une femme. Entre parenthèses, je vais pas spoiler le film pour ceux qui l'ont pas vu et tout, même si le film est sorti il y a des années. Et du coup, le personnage masculin se fait transpercer d'un coup par une lance par derrière, et à ce moment-là, je sais qu'au cinéma, j'ai sursauté. Parce que sur le coup, je m'y attendais pas, quoi. C'était tout calme et tout. Voilà. Donc je suis quelqu'un qui sursaute facilement, donc voilà, les screamers des films me faisaient effet, mais voilà, j'ai pas ressenti non plus de peur à proprement parler. Voilà. Donc voilà. Plus peur que action, et du coup, plus basé, très influencé par Hero 2 Remake. Donc là, il revient un peu sur la différence avec les anciens films. Donc les films précédents étaient très lumineux et brillants, alors que celui-ci est sombre et sinistre, entièrement tourné de nuit. Il pleut constamment et la ville est enveloppée de brume. J'ai été énormément influencé par des films comme L'Exorciste, dont L'Exorciste 3, Don't Look Now et The Shining. Vous pouvez vraiment sentir la texture dans ce film. Rien dans cette ville n'est high-tech. On a l'impression qu'elle est délabrée. Je voulais que Raccoon City ressemble un peu à la ville de Deer Hunter, une ville fantôme oubliée du reste du monde. Et toute la structure du film a certainement été très influencée par Assault on Precinct 13. Donc l'assaut du district 13, je pense que c'est en français, parce que là ils ont pas traduit tous les noms des films, Don't Look No. Après l'Exorcist et Shining, d'accord. Deer Hunter, je sais pas s'il y a un autre film et tout. Mais voilà, on a un peu les bases des films qui s'est basé pour celui-là. Dans une autre interview, il avait parlé d'autres films. Alors j'ai plus les noms en tête, mais je crois que si vous voulez le voir, c'est l'épisode d'Info et Rumeurs. Alors j'ai pas le nom, mais je crois que c'est l'épisode 130 de Bienvenue dans Massive Room. Donc ça remonte un peu à 70 épisodes, mais voilà, je crois que c'est l'épisode 130 où du coup il parlait dans l'interview d'autres films qu'il avait influencé pour faire ce film Resident Evil. Donc voilà. Je sais que beaucoup, par exemple Wiper, notamment pour les jeux, aiment bien un peu avoir les inspirations et tout. Donc voilà, je sais pas si pour le film ça peut l'intéresser ou tout. Bon là, c'est parlé dans l'article. Et du coup, bah on aura un film très noir, très dans la nuit, très pluie, très brumeux et tout. Voilà, c'est pour renforcer un peu le sentiment de peur. Il continue du coup avec les différences. Donc la différence de ce film par rapport au précédent est qu'il s'agit d'un ensemble où chacun des personnages principaux a une importance énorme pour le récit. Ce ne sont pas seulement des personnages cosplay qui ont les mêmes cheveux et les mêmes costumes que les personnages. Il était extrêmement important dans tout le processus de casting de trouver des personnes qui incarnent l'esprit et l'énergie des personnages que je voulais représenter. Je pense que souvent, dans les adaptations de jeux, l'un des grands défauts est de se contenter de caster quelqu'un qui ressemble visuellement au personnage, en lui donnant la même coupe de cheveux et les mêmes vêtements, mais sans vraiment essayer de donner au public ce qu'un film fait mieux qu'un jeu, à savoir créer un personnage en 3 dimensions auquel on peut vraiment s'identifier et auquel on peut croire. Bah, pourquoi pas faire les deux en fait? Là, il dit clairement que voilà, il a voulu mettre les personnages des jeux, tout ça en personnages principaux qui a une importance dans les films, contrairement à Anderson qui a mis son OC, son original caractère en personnage principal et les personnages principaux des jeux qui étaient en secondaire. Là, lui, il a plutôt voulu mettre les personnages principaux des jeux en principaux dans le film. Sauf qu'il voulait pas des personnages qui ressemblent physiquement, mais voilà, il voulait que les personnages aient les mêmes caractères que dans les jeux. Pourquoi pas chercher les deux? Pourquoi pas chercher quelqu'un qui a le bon caractère et le foutre avoir le cosplay? Parce qu'il dit clairement que techniquement il a pu chercher à faire ressembler le caractère que les vêtements. De ce que je comprends moi. Donc c'est quand même très bizarre de réfléchir dans ce sens-là. Voilà, pour moi c'est très bizarre, autant essayer de retrouver quelqu'un de plutôt ressemblant et de lui mettre le cosplay ressemblant. Jill par exemple, peut-être qu'elle a le caractère, mais avec un cosplay ressemblant ça aurait passé aussi. Voilà. Que là, il y a une tenue différente, bah déjà ça nous perturbe au niveau de la tenue, ça nous perturbe au niveau du look, et du coup bah techniquement, à voir son jeu d'acteur et tout comment il va être, mais bon, voilà, ça peut puer du huc aussi. Voilà, c'est à voir tout ça. Mais voilà.
parler d'un jeu et tout. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, je voulais juste revenir sur cette partie-là, niveau choix du casting. Mais du coup, on peut continuer dans le choix du casting. Robert se souvient de la recherche particulièrement difficile du bon acteur pour incarner Léon S. Kennedy. Nous avons dû voir tellement de personnes, c'était vraiment un rôle assez délicat à cause de l'équilibre entre l'humour et la lassitude. Puis Avan a fait une lecture et je me suis dit que c'était le bon, il a compris le personnage. Donc là on voit du coup qu'il a choisi Avan Jogia, non pas pour la ressemblance, mais du coup parce que pour lui il incarne le mieux au niveau du caractère Léon S. Kennedy. Moi ce qui me perturbe c'est le caractère humour. Alors Léon pour moi n'a pas pour but humoristique. Et c'est plus, comment dire, il a plus des punchlines ou des répliques, je crois que ça s'appelle genre le comique de désamorçage. C'est genre il y a des trucs de tension, des trucs sérieux et tout, et puis il est là juste lui pour détendre légèrement l'atmosphère. C'est pas un clown, hein, il arrive pas dans la pièce, faire et puis hop, et il repart. Non, c'est le truc en rapport avec le dialogue, ou truc comme ça, la phrase qu'il sort. C'est pas le clown, c'est pas... Moi, Léon, je le vois pas comme le personnage humoristique. Voilà, il fait rire un peu avec ses punchlines, mais c'est pas pour moi un personnage humoristique. Un personnage humoristique, pour moi, ça serait plus... dans les romans, là, vu que techniquement je suis en train de faire les romans en ce moment, Joseph Frost... Non. Oui, c'est Joseph Frost et Forrest Payer. Oui, Joseph Frost, qui au début essaie de taquiner Brad Vickers, qui est un peu peureux dans le bureau des stats. Voilà, il taquine Brad dans les trucs. Voilà, ça c'est un personnage humoristique parce qu'il le taquine, machin comme ça. Léon taquine personne, j'ai pas souvenir qu'il taquine quelqu'un. Il est juste là pour lui lancer des punchlines droite à gauche, pour désamorcer un peu des situations où genre l'autre il joue trop sérieux, il joue trop méchant. Genre par exemple Salazar qui joue le méchant, machin comme ça. Voilà, quand il lui dit j'ai besoin que tu me rejoignes mon frère super sérieusement et tout, lui no thanks bro. Voilà, l'autre il lui parle de frère, machin comme ça, bah hop, Léon revient sur le frère en disant no thanks bro. Voilà, il aurait pu dire non merci monsieur ou tout comme ça, c'est quelque chose de poliment, non, il le remballe avec un bro. Un bro, alors que l'autre il est en train de dire qu'il est quand même hautain, pas hautain mais c'est un nain, mais qui voilà, il fait de la, comment dire, Salazar dans le 4 c'est un châtelier, voilà, quelqu'un de puissant, machin comme ça, et lui renvoie un bro au lieu d'un monsieur, voilà, un manque de respect, c'est pas de l'humour, c'est, voilà. Ah, je vais pas plus de plus que ça dessus, c'était juste que je voulais revenir sur ce côté-là, que pour moi Léon n'a pas pour but humoristique. Après je connais pas non plus la jeunesse du personnage, ça c'est plus les personnes comme par exemple Wiper ou Derek Strife qui eux font plus tout ce qui est dans le développement des jeux avant. Moi les jeux de développement des jeux, voilà, je m'intéresse pas trop, je regarde ça de loin. Bon voilà, peut-être que dans le développement des jeux ils avaient voulu que Léon soit la base humoristique, donc du coup lui il a bien capté le personnage et moi non. Bon voilà, pour moi, Léon n'a pas pour but humoristique. Ensuite, je pense que les fans du jeu ont ressenti la même chose. Ils voulaient voir les personnages et les lieux emblématiques et sentir que le film était plus en phase avec l'univers du jeu Resident Evil. C'est pourquoi nous avons choisi de suivre cette direction. Nous avons travaillé main dans la main avec Capcom sur ce film, à tel point que nous avons obtenu d'eux les plans du manoir Spencer et du poste de police de Raccoon, afin de le recréer aussi parfaitement que possible. Nous avons même les mêmes dessins sur les murs du manoir. Capcom l'a vu pour la première fois l'autre jour, et était tellement heureux et enthousiaste. Donc là, c'est vraiment le point que moi me fait plaisir, parce que voilà, j'avais dit, niveau casting, c'était pas ouf. À part Chris Redfield, qui je trouve vraiment excellent, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que voilà. Et Chris Redfield est quand même excellent dans le rôle, physiquement, je trouve. Voilà, après on verra activement, mais bon, s'ils ont cherché pour l'acting, techniquement il doit être très bon dans l'acting aussi, mais voilà, dans le rôle je trouve nickel, le costume qu'il a je trouve vraiment très sympa, il n'y a pas le couteau là sur l'épaule, mais ça c'est pour moi ça reste qu'un détail, le couteau sur l'épaule, parce que voilà, il peut l'avoir ailleurs, mais bon voilà, pour moi Chris je trouve vraiment très bon l'acteur et tout, mais là du coup pour en revenir, ils ont travaillé du coup avec Capcom pour refaire les lieux. Et les lieux, voilà, c'était vraiment quelque chose que moi j'aurais aimé voir dans les films Anderson, parce que des lieux on a rien. Là j'ai rien de réfléchir, je vois pas de lieux qu'on se dit, je me suis dit, ah tiens ça ressemble au jeu ou machin comme ça. Mais là du coup voilà, techniquement on devrait voir des lieux qu'on connaît dans les
dans les jeux. On a notamment vu sur les photos de tournage que il y avait le grand portail du RPD qui avait été recréé limite en 1.2.1. Donc là, vu qu'ils ont fait les plans et tout, normalement oui. Les véhicules, ils ressemblent énormément avec le logo de la police Raccoon sur les portières. Voilà, donc et techniquement le Manor Spencer ce sera pareil. Genre s'il y a des endroits une tapisserie, normalement dans le film, ce sera à peu près la même tapisserie. Donc je pense que là où le film va vraiment faire plaisir aux fans, ça va être notamment dans les lieux. Après ceux qui aiment pas le 2 remake et le 1 remake, puisque techniquement ils vont donner sur le 1 remake, désolé les gars. Moi j'aime bien le 1 remake et 2 remake, donc du coup voir ces lieux là en IRL, ça va me faire très plaisir. Mais bon voilà, les lieux techniquement devront très ressemblants. Lisa Trevor a en fait un rôle assez central dans le film. J'ai toujours été fasciné par elle lorsque je jouais au remake du premier jeu. Je trouvais ce personnage à la fois inquiétant et étrangement obsédant. Dans le film, nous la relions vraiment à l'histoire de Claire Redfield, en commençant par l'orphelinat où Claire a grandi. Donc là, du coup, c'était des rumeurs et du coup maintenant c'est officiel. Donc Lisa Trevor connaîtra du coup techniquement Claire et potentiellement Chris à l'enfance, du coup à l'orphelinat. Donc du coup, exit à l'origine des jeux où Lisa Trevor est la fille de George et Jessica Trevor, donc George qui est l'architecte du Manor Spencer, Manor Hartley, et où du coup Spencer invitait la mère et la fille pour attendre le père, et du coup c'est servi d'elles deux pour faire des tests dessus. Donc exit cette truc là, parce que moi c'est l'orpheline, c'est-à-dire qu'elle a pas de parents, donc techniquement elle va pas se retrouver au Manor Spencer. Je comprends pas comment elle va arriver là-bas. Le seul truc qu'ils vont pouvoir lier, alors, c'est que je me base sur les photos de tournage. Donc là, c'est une théorie. Donc voilà, c'est une théorie, mais on avait vu du coup qu'il y avait le portail de l'orphelinat de Raccoon qui ressemble à la Raccoon 2, Raccoon City Resident 2. Et du coup, on sait que l'orphelinat de Raccoon City, du coup de remake, a utilisé du coup les gosses qu'il y avait dedans pour faire des tests. Je crois que c'est dit dans le document qu'on trouve dans la salle de bain, je crois. Mais du coup, si utilisent cet orphelinat là pour du coup se dire que c'est celui de Claire et Chris et du coup de Lisa Trevor, ça pourrait être Wesker et Birkin qui récupèrent du coup Lisa Trevor dans cet orphelinat là et qui du coup l'emmènent au Manoir Hartley Spencer pour faire des tests sur elle, et du coup c'est comme ça qu'elle deviendra Lisa Trevor et du coup qui se retrouvera du coup Manoir Spencer. Voilà, c'est une théorie, mais bon, je pense que ça va être ça. Parce qu'on a le portail de l'orphelinat. Ils nous disent que Claire et Lisa Trevor se rencontrent à l'orphelinat et on a Lisa Trevor en monstre. Voilà, je pense qu'ils ont voulu faire ce changement-là. Et du coup, Lisa Trevor, il a adoré elle. Donc moi, là, de ce que je comprends, il a voulu faire un jeu RE2 Remake, mais du coup, il l'a lié avec RE1 Remake pour du coup inclure Lisa Trevor dedans. Parce qu'il voulait Lisa Trevor dans son film, qu'il trouve obsédant, tout ça, et du coup, le seul moyen de mettre Lisa Trevor qui pouvait pas être dans RE2 Remake, du coup, c'était de lier à RE1 Remake. Et du coup, ce qui expliquerait pourquoi on a le mélange chelou du RE2 1 Remake qui se passe en même temps que RE2 Remake. C'est officiel, il l'a dit dans une interview, là aussi je vous renvoie à l'épisode 130 de Bienvenue en Massive Room, où je vous parlais de son interview où il le dit, que les événements, tout se passera à Raccoon City la même journée. Voilà. Et pour terminer du coup avec tout ce qu'il a dit, nous avons travaillé du coup, il le redit, nous avons travaillé en étroite collaboration avec Capcom. Chaque personnage et chaque créature est issu du jeu et à ce titre, je voulais être aussi fidèle que possible. Je voulais créer une véritable sensation d'immersion pour les fans, mais c'est aussi ce qui s'est avéré le plus difficile dans l'adaptation d'une propriété intellectuelle de ce type, car je ne voulais pas me contenter de transposer le jeu à l'écran. Il fallait que ce soit une œuvre d'art à part, entière, avec des personnages et des créatures vivantes. Et bien sûr des zombies, qui soient fidèles au monde. Donc là, du coup, il redit qu'il a travaillé avec Capcom et tout, il dit que les personnages essaient de se rendre au plus fidèles. Coucou Léon, coucou Jill, coucou Lisa Trevor, coucou Barry Burton, coucou Rebecca Chambers. Voilà, coucou les gens oubliés ou changés. Vous êtes très fidèles aux matériaux de base pour les fans. Hein? Et du coup, voilà, il a voulu faire tout ça pour plaire aux fans. Voilà, ça nous plaît tous, Barry Burton absent, par exemple. Et du coup, il parle de zombies, de créatures, voilà, qu'il a pu faire fidèle. Tutte quante. Pour terminer du coup sur le film, donc la date de sortie du film est pour le 24 novembre 2021, c'est ce que j'ai vu marqué sur l'article d'IGN France, sauf que je crois que c'est la même date US, et pour moi aux US les films sortent le vendredi, donc ça veut dire que Welcome to Raccoon City sortirait un vendredi en France, c'est très bizarre. Mais pourquoi pas.
Moi personnellement il va falloir que j'aille me faire vacciner parce que j'ai aucun des deux vaccins et du coup si j'ai envie d'aller le voir en novembre, bah, il va falloir que je me bouge l'anus à aller me faire vacciner. Parce que j'ai pour but de le voir quand même, pour me donner quand même un avis et tout. Je sais beaucoup, on pas envie de le voir du coup après les photos, mais bon voilà. Vous pouvez espérer une bande-annonce d'ici peu. Voilà, parce qu'en général quand il y a un article d'hygiène qui parle de quelque chose, une bande-annonce ne peut arriver pas bien loin. Je vous parlais dans les rumeurs d'outrage du TGS, tout ça. L'année dernière au TGS, ils ont quand même annoncé Infinite Darkness, une bande-annonce d'Infinite Darkness. Donc pourquoi pas cette année une bande-annonce aussi du film Reboot, on sait pas. Ou sinon un petit Resident Evil Showcase, parce qu'en mars ils nous avaient dit, voilà, nous avons prévu d'autres Resident Evil Showcase, donc c'est-à-dire au moins 2. Donc on a eu celui en mars, et techniquement il devrait en avoir un autre. Moi j'entendais un cet été, mais on a eu rien nada. Donc voilà. Est-ce qu'il va y avoir un showcase durant septembre ou octobre en complément du Tokyo Game Show? À voir, mais bon voilà. Du coup, le film, comme vous pouvez le voir écrit, potentiellement, le 24 novembre 2021, selon l'article d'hygiène. Voilà. Donc c'était tout pour Resident Evil Welcome to Raccoon City, qui était vraiment une très grosse partie. Mais voilà, j'ai pas voulu faire une vidéo dessus, je pense que j'aurais peut-être dû faire une vidéo à part, parce que du coup l'épisode d'Info Rumor est énorme. Mais bon voilà, il y avait les timecodes en description si vous voulez y passer, tout. Donc là je vous parlais vite fait, mais je vais vraiment faire vite fait pour vite terminer cette vidéo. Les infos sur la série Resident Evil Netflix de Duffy Wesker, donc voilà, un peu plus de texte là, on y va. Les infos Resident Evil, la série Netflix des Duffy Wesker. Donc du coup je vais vous mettre une image à l'écran pendant que je parle, comme ça vous pouvez lire tout ce qui sera marqué dessus. Donc vous pouvez voir tout en bas, je crois que c'est marqué, que du coup le tournage de cette série se déroulera entre le 8 septembre et le 14 décembre, si j'ai bien récupéré les dates, parce que là du coup j'ai un doute, mais bon voilà, ça sera marqué à l'écran tout en bas, c'est marqué je sais pas quoi, je crois que c'est la dernière ligne. Donc je vous avais parlé du coup que techniquement il y avait le tournage qui avait commencé en février, sauf que pas du tout. En fait février c'était les débuts de recherche de lieu pour le tournage et tout, de ce que j'ai compris, c'est marqué, je crois qu'il y a une date, marqué 14 février ou un truc comme ça, marqué sur cette image là. Voilà, si vous êtes en train de lire, vous l'avez sûrement lu, je crois qu'elle est marquée vers le haut de la page. Mais bon voilà, entre le 8 septembre et le 14 décembre, donc du coup c'est sûr que la série sortira du coup en 2022, voilà, faut plus avoir d'espoir pour 2021. Alors si techniquement il n'y a pas trop d'effets spéciaux et tout, je pense que début 2022 ça peut être faisable. Mais moi personnellement je le verrais plus pour une fin 2022 avec Halloween. Voilà, je le verrais plus dans ces eaux-là pour Halloween là-bas. Donc à voir. Et si vous pouvez voir notamment quelque chose d'intéressant, le titre de travail, donc le work title. Et vous pouvez voir que c'est Inkblot. Et Inkblot en anglais c'est genre les taches d'encre ou par exemple le test de Rorschach. Voilà, donc le test de Rorschach et tout, je crois que c'est des trucs pour les psychologies, machin, donc c'est quand même assez bizarre de voir que son nom de ton titre de travail c'est Inkblot, donc du coup, potentiellement test de Rorschach. Je sais pas ce que ça peut présager, parce qu'en général quand il y a des noms comme ça, c'est quelque chose qui peut avoir en lien. Mais là, c'est un redit, bon c'est marqué en anglais, mais du coup que c'est en sur de timeline, donc la première où on a Jade et Billy, les deux filles Wesker qui vivent ensemble, machin comme ça, qui déménagent à New Raccoon City, voilà, et qu'après la deuxième partie se passera genre, je crois que c'est 15 ans après, où du coup une des deux est adulte, je crois que c'est Billy qui est adulte et Jade qui est à Canet ou qui est absente. Voilà. Donc ces séries Netflix, comme je l'ai dit, prévues pour 2022 je pense. J'ai quand même pas un minimum d'attente, mais je suis quand même assez curieux de ce projet-là, de voir pourquoi ils nous font ça, quel est le but, et à part se faire de la money et de faire une série Netflix, je vois pas le but pour le moment, mais bon voilà. Voilà, ça m'intéresse quand même un minimum de savoir pourquoi, de pouvoir regarder pour donner mon avis dessus, pas comme beaucoup qui crachent dessus. Je crache quand même un peu dessus quand même, mais je veux dire, je cracherai mieux dessus quand j'ai revu, potentiellement. Me dire, qu'est-ce que c'est ça, pourquoi ça, et pourquoi ça existe. Alors voilà, pour le moment je suis en train de me poser ces questions, mais je peux pas confirmer et tout tant que je l'ai pas vu. Et vu que le tournage n'a pas commencé, on peut rien avoir, pour le moment. Voilà. Voilà. Donc c'était tout pour ce 200e épisode de Non Massive Room et ce 73e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. J'espère que ça vous aura plu. Il a été très long. Je suis désolé pour. Merci si vous êtes resté jusqu'au bout. Voilà, il a été très long parce que j'ai voulu vraiment revenir sur Welcome to Raccoon City, tout ce qui a été dit, parce que voilà, je voulais vraiment réagir vraiment dessus, parce que je l'ai fait un peu sur Twitter, un peu sur mon serveur et tout. Mais bon, par écrit et en vocal, c'est pas la même chose. Voilà, il n'y a pas l'intonation derrière, même si j'essaie avec des smileys ou machin comme ça.
Mais voilà, je l'attends quand même un peu, ce film Welcome to Raccoon City. Je pense qu'il serait quand même mieux que les films d'Anderson, parce que du coup bah, on retrouvera les personnages qu'on connaît, mais ce sera pas non plus quelque chose de fou, je pense. Voilà. Cette semaine, je sais pas ce qu'il y aura. Je sais que il me reste 6-7 épisodes d'expérience rapport sur Révélation 1 de côté. Je sais qu'il faut que je fasse juste la lecture et après le montage, donc ça c'est à voir. Comme je vous dis, je suis à fond dans mon projet de SD Perry, de récupération des dialogues. Donc là, bah, je vais faire ce montage-là de cet épisode-là en faisant la récupération des dialogues et tout, parce que j'aimerais vraiment lancer ce projet rapidement, parce que ça va être quand même assez long, vu que j'ai prévu de faire un chapitre par une vidéo par chapitre, donc voilà, ça va être quand même assez long comme projet. Donc plus tôt il est lancé, mieux c'est. Voilà, donc potentiellement d'infos et rumeurs la semaine prochaine. Dès qu'il y a des infos, le trailer ou des trucs sur Outrage et tout, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou à aller rejoindre mon serveur Discord pour suivre un peu l'actu, parce que c'est là-bas que j'y partage, surtout sur Twitter où je retweet tout. Voilà, donc voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vais appeler de avec ça parce que je crois qu'on a déjà plus de 40 minutes de vidéo, donc ciao.